Très bien, on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, bienvenue aux derniers arrivants pour ce webinaire dont l'enjeu est de présenter le process de candidature pour le deuxième appel à projet du réseau DIH. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Valentin Bonneau, je suis l'interlocuteur DIH Carré pour Proxinov, qui est la structure qui a été choisie pour représenter la France au sein de ce réseau européen spécialisé sur la robotique pour la production agile. Je suis accompagné de Maud Robin Delannoy, qui est notre responsable communication. Donc, durant à peu près 1 heure qui va durer cette présentation, questions comprises, on va dans un premier temps redonner le contexte qui constitue le cœur de notre sujet, qui est l'industrie 4.0, qu'on appelle aussi l'industrie du futur. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais refaire une petite présentation rapide du réseau DIH Carré, qui est l'organisateur de cette initiative. Et enfin, on rentrera dans le vif du sujet avec un résumé succinct des résultats du premier appel à projet qui a été lancé il y a à peu près 1 an et demi maintenant, pour finir sur les modalités du deuxième appel à projet, qui sera vraiment la grosse partie de cette présentation, voilà, qui va nous prendre la plus grande partie de cette présentation. Juste pour information, le webinaire est enregistré. On le postera sur YouTube. On prendra les questions, le cas échéant, à la fin de la présentation. Si certaines questions n'ont pas de réponse, j'irai les chercher auprès du réseau DIH Carré et puis on postera les réponses dans les commentaires de la vidéo. Voilà, donc je vois que tout le monde a éteint les micros, c'est parfait, on va pouvoir y aller. Donc, première partie, les enjeux de l'industrie 4.0. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi notre suite de posts que l'on a fait sur LinkedIn, on appelle industrie 4.0 ou industrie du futur l'évolution actuelle que subit l'industrie et qui est la conséquence de la révolution numérique que l'on est en train de connaître. Et révolution numérique qui correspond à la 4e révolution industrielle, d'où le 4.0. Donc cette révolution, c'est le résultat de l'essor à la fois d'Internet, mais aussi de l'amélioration continue des moyens de transport, qui a entraîné une globalisation des échanges commerciaux, dont on est maintenant tous habitués. Donc ça a comme conséquence que les clients, que ce soit les entreprises ou les particuliers, ont accès à des fournisseurs partout dans le monde, et notamment dans les pays à bas coût, on pense à la Chine en tête, pays à bas coût qui cherchent aussi à se moderniser. On a donc une concurrence qui se fait de plus en plus importante sur tous les secteurs d'activité, ce qui donne la possibilité aux clients de personnaliser de plus en plus leur demande de produits et de se faire livrer dans des délais de plus en plus courts et pour des coûts de fabrication toujours plus faibles. Ça entraîne donc une pression sur la compétitivité des entreprises, notamment des PME européennes, d'où la nécessité d'optimiser sans cesse les process de fabrication pour conserver cette compétitivité à l'international notamment. C'est là que l'industrie 4.0 entre en jeu, puisqu'elle permet cette optimisation des process de fabrication par l'intégration d'innovations dans de nombreux domaines. On peut citer notamment les technologies de rupture, comme la fabrication additive, la robotique avancée et la cobotique, mais aussi les nouvelles technologies pour la communication et l'interconnexion. Donc là, on pense par exemple à l'Internet des objets, la réalité virtuelle augmentée ou encore les jumeaux numériques. L'objectif pour les entreprises, c'est de gagner en agilité pour pouvoir répondre à cette demande de personnalisation en diminuant les temps de changement de série, tout en gardant, voire en améliorant le niveau de productivité et de qualité. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet à bien garder en tête. Quand on parle de production agile, c'est le travail autour des temps de changement de série et le maintien des niveaux de productivité et de qualité par les entreprises. Un slide pour parler un petit peu du contexte international. Donc, on voit que l'évolution des entreprises vers le 4.0, elle est mondiale et elle est encouragée par de nombreux États à travers le monde grâce à toute une série de programmes de soutien qui ont été lancés durant la décennie 2010. Donc là, on voit sur cette carte, qui n'est pas exhaustive, que l'Allemagne a été la première à avancer sur le sujet, puisqu'elle a lancé un programme autour de 2011. Et on voit aussi que les pays comme l'Inde ou la Chine
ne sont pas en reste, puisqu'ils ont aussi lancé leur programme. Et donc, du coup, leurs entreprises vont être amenées à devenir de sérieux compétiteurs pour nos entreprises européennes. Et là encore, on pense surtout aux PME qui n'ont pas forcément les structures pour résister à ce genre de compétition des pays à plus bas coût. D'où l'importance pour la survie de ces entreprises de se lancer sur le sujet du 4.0. Donc là, pour rendre les choses un peu plus concrètes et finir ce tour d'horizon du 4.0, j'ai indiqué sur cette slide plusieurs exemples d'entreprises qui ont intégré ces avancées. Donc la source, c'est un bouquin qui s'intitule « L'usine du futur, stratégie et déploiement » par Nathalie Julien et Eric Martin, qui est très intéressant. Que vous pourrez aller consulter. Et donc, on retrouve ces exemples dans ce livre. Donc, si on décrit un petit peu ces exemples, on peut voir donc, sur cette slide des exemples d'entreprises. Donc, en général, ce sont des grandes entreprises qui ont investi dans les technologies de l'industrie 4.0 et qui ont pu en retirer divers bénéfices en termes de compétitivité. Donc, on retrouve les mots-clés que je citais tout à l'heure, comme la personnalisation des produits. Donc là, on voit par exemple Nike, qui a mis en place un service de personnalisation et d'adaptation à la demande des clients. On peut aller voir sur le site internet Nike by You, qu'on est capable de personnaliser ses chaussures en ligne pour vraiment avoir des chaussures exactement à sa demande. Cette personnalisation des produits, ça demande forcément une flexibilité des chaînes de production pour pouvoir passer rapidement d'un type de produit à un autre. Donc, on a l'exemple de Bosch qui a mis en place cette flexibilité. Donc là, en mettant en place des lignes d'assemblage 4.0. Donc, cette ligne d'assemblage, ça a permis de remplacer 6 lignes initialement et de passer sur la fabrication de 6 familles de produits dans 200 variantes différentes. On a un démarrage quasiment instantané des lignes et ça a eu comme conséquence une réduction des stocks qui sont passés de 2 jours à moins de 24 heures. Donc, ça permet forcément d'augmenter la productivité. Là, on a un chiffre, ils ont pu augmenter de 30% leur productivité. C'est l'objectif qui se fixe de l'intégration de ces technologies, c'est de passer à un gain de 30% de la productivité à terme grâce à cette flexibilité des lignes de fabrication et à la connectivité qui en découle. On a un autre exemple en haut à gauche, celui d'Airbus, qui lui a intégré les technologies de rupture dont on parlait tout à l'heure. Donc là, dans ce cas-ci, ce sont les technologies d'impression 3D. Et donc, ça lui a permis de faire des gains sur les deux tableaux, puisque en utilisant l'impression 3D et donc en concevant des pièces avec de la matière localisée uniquement là où c'était nécessaire, ça a permis de faire des gains de matière, donc premier gain, et en plus de faire des gains de poids, puisqu'on sait que pour les avions, le poids, c'est vraiment une donnée fondamentale, puisque le coût du carburant découle directement du poids de l'avion. Donc, l'impression 3D a permis de faire du gain de poids sur le produit final qui est l'avion, et donc de gagner un avantage compétitif par rapport aux différents concurrents qu'ils pouvaient avoir sur le marché. Dernier point, on voit ici un chiffre sur une étude qui a été faite entre 2013 et 2014. Donc, par rapport à la carte qu'on a vue juste avant, on voit que c'était le début de l'intégration de ces technologies, en tout cas des programmes qui accompagnaient des entreprises. Entre 2013 et 2014, les entreprises qui déclaraient utiliser l'IoT, donc l'Internet des objets, ont déclaré avoir constaté une augmentation de 28,5% de leur chiffre d'affaires annuel suite à l'intégration de ces technologies. Donc, on voit vraiment que c'est un levier qui est source de gains de productivité et de gains concurrentiels par rapport aux entreprises qui ne mettraient pas en œuvre ce type de technologie. Donc voilà pour le tour d'horizon de l'industrie 4.0. Donc, je le rappelle, c'est le cœur de notre sujet. Et donc, par rapport à tous ces enjeux, le réseau DIH Carré s'est constitué pour essayer de répondre au mieux et d'accompagner les entreprises. Donc, je vais vous présenter rapidement ce qu'est ce réseau.
Donc, DIH Carré, c'est un réseau qui est constitué de 36 partenaires qui sont spécialisés dans la robotique pour la production agile. Donc, je rappelle là encore, j'insiste, mais production agile, c'est changement de série rapide avec conservation du niveau de productivité de qualité. Donc là, on atteint cet objectif par la mise en œuvre de systèmes robotiques. Donc c'est un projet DIH Carré qui s'inscrit dans le cadre du plan européen Horizon 2020, qui est le programme de financement pour la recherche et l'innovation qui a été mis en place par la Commission européenne sur la décennie 2010-2020. Donc, ce projet DIH Carré a été financé à hauteur de 16 millions d'euros. Et donc, son but, comme je disais, c'est de mettre en place un réseau pérenne de Digital Innovation Hubs spécialisés dans la robotique pour la production agile, dans l'objectif de renforcer la compétitivité des PME européennes en facilitant leur accès aux technologies de l'industrie 4.0. Donc, pour faire ça, 4 axes de travail ont été identifiés. Donc, ce sont les 4 axes qu'on retrouve autour de ce diagramme. Le premier, c'est de mettre en place un programme de transfert technologique dont l'objectif, c'est d'amorcer justement le transfert des technologies 4.0 des fournisseurs vers les PME. Donc, on va y revenir ultérieurement parce que c'est vraiment ce qui nous concerne dans le cadre de cet appel à projet. Le deuxième axe, c'est celui de la standardisation. Et particulièrement celui de la standardisation des échanges de données, qui est la conséquence de la mise en réseau des machines au sein des entreprises. Le troisième axe, c'est celui de la formation du personnel pour pouvoir suivre le déploiement de ces nouvelles technologies. Et enfin, le dernier axe, le dernier pilier, traite des questions un peu péri-robotiques autour de l'instauration de ces nouvelles technologies en répondant aux questions de cybersécurité, de protection des données, de propriété intellectuelle. Et dans cet axe-là, on va analyser l'impact de l'intégration de ces nouvelles technologies au niveau éthique, social, juridique, etc. Donc voilà, DIH Carré, c'est un réseau qui s'est fixé comme objectif de travailler sur ces questions de production agile et qui a défini 4 axes de travail autour desquels on va chercher à répondre aux nombreuses questions qui vont apparaître suite à l'apparition de ces technologies. Donc je vais faire un petit focus sur l'aspect standardisation. Puisque c'est un point central de ces appels à projets. Donc le réseau DIH Carré, pour travailler sur cet aspect de standardisation, et comme je le disais juste avant, particulièrement celui de la standardisation autour des échanges de données, le réseau DIH Carré se base sur une technologie qui a été développée par la fondation FiWare. Donc vous voyez un diagramme résumant l'application de cette technologie. Donc, il s'agit d'une architecture de plateforme digitale open source qui permet l'échange et la gestion des données à tous les niveaux de l'organisation de l'entreprise. Donc, on voit sur le diagramme que cette architecture est divisée en 3 couches. Donc, on a une première couche qui se situe au niveau des machines, donc robots, capteurs, caméras, convoyeurs. Elle permet de collecter les données de chaque machine qui est connectée au réseau. Ces données sont généralement exprimées dans des standards qui sont propres à chaque fabricant et donc elles sont extrêmement hétérogènes. Du coup, pour pouvoir les exploiter, il est nécessaire de les standardiser et de les homogénéiser pour en faire quelque chose. Donc ça, c'est le rôle de la première couche de cette architecture FiWare. On va sauter à la troisième couche, qui est la couche supérieure et qui va être constituée d'applications qui vont utiliser les données recueillies dans l'atelier pour en créer de la valeur ajoutée via des services spécifiques et qui peuvent être développés sur mesure. Donc on pense par exemple à des indicateurs de productivité en temps réel qui vont permettre d'aider à la gestion de l'entreprise. On peut penser à des jumeaux numériques de la chaîne de fabrication pour avoir un miroir virtuel de ce qui se passe dans l'atelier, ou pour pouvoir faire des simulations de réorganisation d'atelier ou des simulations de changement de process pour voir les effets que ça peut avoir avant de les mettre en place. On peut aussi penser par exemple à des applications de maintenance prédictive qui vont permettre d'anticiper les pannes machines et de les réduire au strict nécessaire.
Et donc, via cette troisième couche, on va pouvoir envoyer des ordres de fabrication à l'atelier par des logiciels, par exemple, de gestion de production qu'on connaît, les ERP, les MOM, les MES. Donc voilà, ça c'est vraiment la couche supérieure de gestion de l'entreprise. Donc, pour que ces deux couches communiquent et que le système fonctionne, les données vont devoir transiter par une couche intermédiaire qui est la deuxième couche, qui est vraiment le cœur de la technologie qui a été développée par Highware. Donc, dans cette deuxième couche, le rôle va être de s'assurer de la synchronisation en temps réel de la collecte de données pour pouvoir connaître à chaque instant l'état de production et permettre la gestion de la production à distance. Donc là, on est vraiment sur l'aspect synchronisation des données, faire en sorte que toutes les données soient émises et reçues en temps réel et de façon à jour. Donc là, l'avantage de cette approche, c'est qu'elle est modulaire, puisque chaque brique des couches 1 et 3, donc la couche atelier et la couche gestion, peuvent être développées à part et peuvent être intégrées à tout moment à n'importe quelle plateforme développée par un industriel. Dans le cas, par exemple, d'un nouvel investissement de machine, on peut développer la couche de communication pour la traduction des données, l'intégrer à l'architecture qui est déjà en cours dans l'entreprise. Et de manière similaire, on peut développer un nouveau service digital que l'on peut intégrer à cette architecture dans n'importe quelle entreprise. Voilà, donc pour finir cette présentation du réseau DIH carré, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le pilier de transfert technologique, qui, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment celui qui nous concerne à l'heure actuelle. Donc, l'objectif de cet axe de travail, c'est de mettre en place une marketplace qui s'appelle RAMP et qui va permettre de constituer un lieu unique pour mettre en relation les fournisseurs de technologie avec les PME. Donc, les premiers, les fournisseurs de technologie, pourront faire leur offre de service sur cette marketplace. Donc, ils auront un lieu unique pour proposer leurs services, ce qui permettra de faciliter le travail de recherche des PME notamment, mais des entreprises en général, pour trouver la technologie qui va répondre aux besoins d'automatisation. Donc là, on pense au hardware, donc proposer des nouveaux systèmes robotiques, mais aussi au software, proposer des nouveaux services numériques que l'on peut intégrer à l'architecture Fireware qu'on voyait juste avant. Donc, pour amorcer le développement de cette marketplace, DIH Carré organise justement 2 appels à projets qui visent à travailler sur 26 projets innovants de production agile. Donc, on va les détailler tout de suite après. Voilà, donc on a fini le résumé du réseau. On va enchaîner avec une présentation des résultats du premier appel à projet qui a eu lieu, comme j'ai dit en introduction, il y a à peu près 1 an et demi. Donc, on voit sur ce slide la répartition géographique des candidatures. Donc, le premier appel à projet a rassemblé 91 candidatures à l'échelle européenne. Donc, on voit à gauche la répartition en termes de pays. On voit qu'en France, on a rassemblé 3% de candidatures. Donc là, l'objectif sur le deuxième appel à projet, c'est de faire mieux. Et au niveau des lauréats, il y a 11 candidatures qui ont été sélectionnées, donc qui répondaient aux critères de sélection qu'on va détailler après, qui ont évolué bien sûr par rapport au premier appel à projet. Donc il y avait un dossier par pays qui a été retenu, mis à part pour le Portugal et la Belgique, qui ont été particulièrement performants et qui ont pu avoir deux sujets retenus. Donc pour rendre ça un peu plus concret, je vous ai mis en résumé 3 sujets, 3 de ces 11 candidatures qui ont été retenues. Donc on a la candidature grecque qui s'appelle RoboWeld Art et qui a été sélectionnée sur un projet de soudage pour travailler sur le développement d'une solution de soudage flexible et personnalisable pour l'industrie navale. Pardon. Donc là, l'objectif, c'était de développer une solution autonome avec des fonctionnalités qui pouvaient être réutilisables sur d'autres process que le soudage.
et qui permettait de réduire les coûts de production en enregistrant par exemple les indicateurs de production en temps réel. Donc là, on pense donc à ces services numériques dont je parlais tout à l'heure qui s'intègrent à l'architecture FireWare. Un deuxième exemple, celui de un des sujets portugais qui a été retenu, donc s'appelle FITS, qui porte sur la logistique. Et donc là, l'objectif de ce sujet, c'était de développer une solution d'approvisionnement des stations de travail par robot mobile, donc autonome, et qui serait relié à l'ERP de l'entreprise. Et donc là, on aurait un échange d'informations entre le robot et l'ERP. Donc l'ERP enverrait les ordres de fabrication au robot, qui irait au magasin chercher la matière nécessaire et qui les livrerait aux cellules de fabrication du process de fabrication. Voilà, et donc le dernier sujet, c'est le sujet irlandais qui s'appelle STAR. Donc là, ce sujet, on a la chance d'avoir un expert français qui travaille en collaboration avec les entreprises intervenant sur ce sujet comme consultant. Donc on a fait d'ailleurs un témoignage, on a fait paraître une vidéo de témoignage sur notre page LinkedIn, donc je vous encourage à aller la voir. Il s'agit de Guy Cavreau. Donc là, le sujet, c'est de travailler sur les opérations de piquage et de collage assistées par robot pour l'industrie de l'isolation phonique. Donc l'objectif, c'est de développer une application qui serait capable de reconnaître automatiquement les différents modèles de panneaux à traiter donc, sur ces opérations de piquage et de collage. L'entreprise qui les fabrique, c'est une entreprise qui ne travaille pas sur catalogue. Donc là, on est sur tous ces aspects de personnalisation. On n'a pas un panneau identique au suivant en termes de géométrie. Donc, il faut être capable de s'adapter en temps réel à chaque panneau, d'où l'importance de développer ces applications pour reconnaître automatiquement le modèle du panneau à traiter et définir de manière automatique les trajectoires du robot pour effectuer ces opérations de piquage et de collage. Donc voilà pour le résumé de ces trois de ces 11 candidatures qui ont été retenues sur le premier appel à projet. Et donc, on arrive à ce qui nous concerne vraiment, qui est le deuxième appel à projet et les modalités qui le constituent pour pouvoir y participer. Donc, sur cet appel à projet, l'objectif, ça va être de choisir 15 expérimentations, de sélectionner 15 expérimentations qui vont participer à cet appel à projet et qui seront financées par des H-carrés, par le réseau, à hauteur de 248 000 €. Donc, ce sont des financements qui sont échelonnés et qui sont donnés sur validation d'indicateurs de performance qui ont été définis en amont par chaque consortium, par les entreprises de chaque consortium, on va voir ça juste après, et sur la remise de livrables. Donc, comme je disais, chaque dossier est porté par un consortium de 2 à 3 entités. Donc, il s'agit à minima d'une PME manufacturière, d'une PME de type tech provider. Donc, quand on parle de PME, on entend une entreprise qui rassemble moins de 500 salariés et qui fait un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 millions d'euros. La troisième entité qui est optionnelle, ça peut être par exemple un laboratoire ou un centre d'expertise qui assiste les deux entreprises, mais ça peut être aussi une deuxième PME ou alors un deuxième tech provider. L'objectif, c'est de travailler sur ce projet sur 10 mois pour répondre à une problématique de production agile, robotisée, qui est portée par la PME manufacturière. Donc, chaque consortium se verra assigner un expert technique et un expert business pour les assister dans leur travail sur ces 10 mois. Et aussi, chaque consortium bénéficiera du soutien du réseau des IH-carrés pour traiter des problématiques de standardisation dont on parlait tout à l'heure, notamment vis-à-vis de FireWare, mais aussi pour traiter des questions commerciales, juridiques, sociales, éthiques, cybersécuritaires.
En termes de calendrier, donc, on a une candidature qui se découpe en deux parties. On a une première phase, la Short Proposal Phase, qui démarre le 1er avril prochain, donc là c'est tout proche, qui va durer 3 mois jusqu'au 30 juin 2021. Donc là, on aura une clôture de la première phase. Chaque candidature sera évaluée par des experts sur un mois, donc courant juillet 2021. Et si la candidature est acceptée, on entre dans la deuxième phase qui s'appelle la Full Proposal Phase, qui dure 2 mois, donc début août jusqu'à fin septembre, où là, chaque dossier sera détaillé et expliquera plus en détail du coup le sujet proposé et comment on envisage de le traiter. Ensuite, sur octobre-novembre, chaque dossier sera évalué et les candidatures seront classées via un système de notation qu'on va voir juste après, pour arriver à la deuxième semaine de décembre où on aura une trentaine de candidatures qui seront retenues pour participer aux Jury Days, à l'issue desquelles on aura les fameuses 15 candidatures dont je parlais juste avant, qui seront sélectionnées et qui seront lauréats pour les financements de 148 000 € et la deuxième étape de travail de ces 10 mois d'expérimentation. Donc, si on rentre dans les détails, la première étape, la Short Proposal Phase, l'évaluation va être réalisée par 2 experts qui sont internes au réseau DIH Carré et qui vont vérifier toute une série de critères. Là aussi, je vais les détailler juste après, qui sont des critères hard, où là, l'objectif, c'est soit on vérifie les critères, soit on ne les vérifie pas. Et donc, si 100% des critères sont vérifiés par la proposition, on a une deuxième phase d'évaluation. Donc la première phase, c'était la phase de pertinence pour la vérification de ces critères hard. Ensuite, on a la phase d'évaluation de l'excellence de la candidature, où là, ce sera 2 experts externes à DIH Carré qui vont évaluer les candidatures et qui vont les noter par une note de 0 à 5 en appréciant la solidité de la démarche, l'ambition du sujet et l'innovation du projet. Et donc, si la note est supérieure à ou égale à 3, on passe sur la deuxième phase, la Full Proposal Phase, où là, l'évaluation va être là encore portée par 2 évaluateurs externes qui ont des profils d'experts en robotique et en production agile. Et le focus va être donné sur l'impact de la candidature et sur l'implémentation de l'expérimentation, de la phase d'expérimentation. Donc au niveau de l'impact, on va regarder le potentiel commercial via le marché qui est visé sur la solution qui va être développée, la capacité de la solution à se démarquer de la concurrence, la possibilité d'élargir l'utilisation de la solution développée, puisque l'objectif, c'est quand même d'avoir une solution qui peut être réutilisée sur d'autres entreprises. Et la contribution à l'aspect standardisation pour la production agile. Donc, ce qu'on entend par là, c'est la contribution au développement de Fireware, des technologies Fireware. Au niveau de l'implémentation, donc là, l'idée, ça va être de voir comment le consortium envisage de traiter le sujet, donc l'identification des risques qui sont liés au projet et les stratégies d'atténuation de ces risques, la performance et la pertinence des différents partenaires qui sont impliqués dans le consortium, donc juger s'ils sont compétents pour traiter les sujets, et ensuite aussi regarder les ressources qui sont mises à disposition pour vérifier que elles correspondent au niveau de travail attendu. Et donc, chaque focus va être évalué, donc comme vous voyez sur 5. L'objectif, c'est de passer le seuil de 3 sur 5 minimum par critère, sachant que l'impact aura un coefficient qui lui sera attribué de 1,5. Et au total, il faudra atteindre un seuil de 10 sur les 17,5. Et donc, les dossiers seront classés, seront notés, classés par rapport aux notations. Et donc, comme je disais juste avant, on aura 34 dossiers qui vont être retenus pour participer aux Jury Days et 15 seront choisis et seront lauréats de l'appel à projet. Donc, concrètement, on a vu le process de sélection des projets, mais qu'est-ce qu'on cherche exactement?
qu'est-ce que le réseau DIH cherche pour cet appel à projet. Donc, en premier lieu, il s'agit de sujets manufacturiers qui sont portés par les PME, donc manufacturières, et qui visent à améliorer l'agilité de la production. Oui, donc là, on a une question, Maud me fait signe. Oui, PME, c'est au sens européen du terme. Quand je parlais tout à l'heure des critères de 500 personnes maximum et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est par rapport aux critères européens. Donc là, tout ce que je vous présente, ça va être résumé dans un guide de candidature en anglais qui sera mis en ligne au 1er avril sur le site de DHRL où vous retrouvez toutes ces informations. Donc, et sur notre site aussi. Je vais reprendre le descriptif des critères. Donc, comme je disais, chaque sujet manufacturier sera porté par la PME. Et donc vise à améliorer l'agilité de sa production. Donc sa capacité à passer d'un type de produit à un autre de manière très rapide et en conservant les niveaux de qualité et de productivité. Donc pour décrire le sujet, la PME va devoir identifier et quantifier avec des KPIs, donc je vous ai mis la signification juste en bas, donc des indicateurs clés de performance, ses objectifs d'agilité, qu'elle cherche à atteindre. Donc pour faire ça, il faudra qu'elle explique quel est son cas idéal de production. Donc, par exemple, je passe une journée entière de production sans changer de série. Donc voilà, j'optimise à 100% ma ligne de production. Elle devra aussi présenter les cas alternatifs qui lui permettent de conserver des niveaux corrects de qualité de productivité. Donc là, si on prend l'exemple, le cas idéal, je ne change pas de série dans ma journée. Un cas alternatif qui reste correct, c'est j'ai 2 changements de série dans la journée sur des produits qui ne nécessitent pas, par exemple, de remplacer l'ensemble de mon outillage de fabrication. Donc ça, c'est les 2 cas qui lui sont possibles à l'heure actuelle. Et il faudra qu'elle explicite le cas qu'elle vise pour l'expérimentation. Donc c'est un cas de production qui est actuellement limite parce qu'il est actuellement infaisable parce que soit coûteux ou soit risqué. Et donc là encore, chaque cas va devoir être quantifié pour vraiment comprendre l'objectif de la PME manufacturière dans cette proposition de sujet. Dans tous les cas, il faudra que la problématique portée par cette PME soit suffisamment générique pour que la solution qui sera développée à terme soit applicable à d'autres entreprises. Pour ce qui est de la solution qui sera proposée, donc elle va devoir s'appuyer sur 3 piliers. Donc, il faut que la flexibilité de la solution soit rendue possible par la mise en œuvre d'un système robotisé. Il faut qu'on ait un ensemble de fonctionnalités numériques qui soient développées et qui soient mises en œuvre par une plateforme numérique qui utilise la technologie Fireware. L'objectif, c'est que les différentes briques, comme je disais tout à l'heure, les différentes briques constitutives de cette plateforme soient standardisées et puissent être réutilisées facilement par d'autres entreprises. L'aspect standardisation. Et donc, bien entendu, comme je disais juste avant, on cherche à avoir un aspect générique pour être réutilisable sur d'autres entreprises, mais il faut quand même que la solution qui soit développée sur mesure réponde à la problématique de la PME. Donc pour juger de la prise en compte de ces différents points, il faudra identifier différents cas d'usage qui constitueront le sujet de travail de l'expérimentation, un genre de cahier des charges. Et en termes de TRL, donc l'échelle de mesure de maturité technologique, l'objectif c'est de passer d'un minimum de 5, donc on ne va pas accepter des sujets qui mettraient en jeu des technologies inférieures à 5. Donc 5, c'est l'utilisation de technologies qui ont été validées dans un environnement réel. Et l'objectif, c'est de proposer une solution qui met en jeu ces technologies et qui passe l'ensemble de la solution sur un niveau de TRL de 7, donc, qui correspond à un prototype déployé dans l'usine de la PME. Donc on a vu les critères de sélection hard, ils sont accompagnés de critères soft qui correspondent aux critères d'excellence
qui vont être analysés. Et donc là, on va plutôt chercher à vérifier que les participants ont bien calibré leur projet, donc ils ont une bonne idée de là où ils vont et qu'ils savent décrire notamment le matériel dont ils vont avoir besoin et celui dont qu'ils auront à leur disposition et celui qu'ils vont devoir acquérir. On leur demandera dans cette partie d'établir une feuille de route avec une segmentation de l'expérimentation associée à des objectifs à atteindre et des KPIs qui vont permettre de traduire l'avancement et la performance de ce qui a été réalisé tout au long de l'expérimentation. Et bien entendu, on leur demandera aussi de décrire avec quelle méthodologie ils vont mesurer ces KPIs. L'objectif, c'est de mesurer l'impact que le développement de la solution va avoir sur la PME utilisatrice, sur sa productivité, et aussi l'impact que le développement de cette solution va avoir sur le fournisseur de technologie qui aura la propriété de cette nouvelle technologie, et comment ce développement va s'intégrer dans leur stratégie à long terme pour chacun des participants. En termes de calendrier, donc, comme je disais tout à l'heure, là, on est sur une phase d'expérimentation qui s'étend sur 10 mois, donc 8 plus 2. Donc, les 8 premiers mois, on va avoir une phase où les deux, la PME utilisatrice et le tech provider vont travailler sur le sujet, sur le développement de la solution. Et donc, ces 8 mois seront suivis d'une phase de 2 mois qui sera réservée aux fournisseurs de technologie. Et donc, l'objectif, c'est de travailler sur la standardisation de la solution développée et sur sa portabilité, notamment sur la partie numérique, sur la plateforme, sur la marketplace ramp dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau du financement, maintenant, pour les 34 consortiums qui arriveront au Delivery Days, on aura une enveloppe de 3 500 € qui leur sera attribuée pour travailler sur la présentation de leur projet. Ensuite, sur la phase de 8 mois, on aura 200 000 € qui sera attribué au consortium, ainsi que 6 000 € sous la forme de vouchers qui seront obligatoires, dont l'utilisation sera obligatoire, et dont l'objectif est d'aller consulter des experts sur des sujets soit d'éthique, soit juridiques, soit sur des questions sociales qui sont liées à l'intégration de cette solution. L'attribution donc de ces 200 000 €, elle sera conditionnée à la livraison de livrables qui seront répartis sur l'ensemble de ces 8 mois et qui seront décrits plus en détail quand l'entreprise aura été sélectionnée pour participer à l'appel à projet. Et donc sur la dernière phase, donc les 2 mois où seul le tech provider participera, on aura une enveloppe de 38 500 € qui lui sera attribuée sur ces questions de standardisation et de portabilité. L'objectif, c'est, sur la phase de 8 mois, d'avoir un équilibre sur le travail qui sera fourni, à peu près de 50-50 entre la PME et le tech provider, puisqu'on s'attend à ce que le travail soit réparti de manière équitable. Voilà. Donc on arrive au terme de ce webinaire. Quelques informations complémentaires. Là, on a 15 expérimentations qui seront retenues à l'issue de la phase de candidature. Sachez que s'il y a des projets qui sont pertinents et qui sont prometteurs, mais qui ne sont pas retenus, puisqu'on ne peut pas retenir tout le monde, l'objectif, c'est quand même de trouver des financements alternatifs au niveau régionaux ou au niveau nationaux. Et DIH Carré offrira un support Fireware gratuit pour aider les entreprises à travailler sur et à intégrer les technologies Fireware que je vous ai présenté précédemment. Au niveau de la langue de candidature, donc l'anglais est obligatoire. Tout sera fait en anglais, donc les documents
Le guide de candidature sera rédigé en anglais. Les documents techniques pour aider à comprendre les différentes technologies mises en œuvre sont rédigés en anglais, et les dossiers de candidature que les entreprises vont rédiger seront réalisés en anglais. Bien entendu, les jury days seront tenus en anglais aussi. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le guide de candidature sera mis à disposition sur le site de DH Carré et sur le site de Proxinov au 1er avril. Je vous ai indiqué aussi différents sites internet qui peuvent être intéressants. Donc, bien entendu, le site internet de DH Carré, où vous allez pouvoir retrouver l'objectif du réseau, mais aussi les différents projets qui ont été retenus sur la première vague d'appel à projets. Donc, je vous en ai montré 3, mais il y en a 11 qui ont été sélectionnés en tout. Je vous indique aussi le site internet de Proxinov, où vous pourrez vous mettre en contact avec nous pour toute question relative à cet appel à projet. Et enfin, le site internet de Fireware, où vous retrouverez beaucoup d'informations sur la mise en œuvre de cette technologie, qui n'est pas uniquement liée à l'industrie. Fireware intervient aussi sur tout ce qui est Smart City, Smart Energy, dans plein de domaines différents. Mais voilà, là, l'idée, c'est de mettre en place cette technologie qui a été portée par l'Union européenne depuis quelques années déjà au niveau de l'industrie. Dans tous les cas, je serai à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui pourraient surgir sur la préparation de dossier. Donc, mon adresse mail sera à disposition sur le site de Proxinov. Et donc, on peut passer un temps de questions-réponses s'il y a des questions qui vous sont venues au cours de ce webinaire. Ok, donc effectivement, il y a plusieurs questions. Donc, j'ai déjà répondu à la question de la PME. Oui, il s'agit donc de PME au sens européen du terme. Donc, le consortium peut-il être seulement français ou doit-il être composé d'entités de plusieurs pays de l'Union européenne? Non, chaque pays porte un consortium. En général, c'est des consortiums qui sont de la même nationalité. Hein, donc, nous, ce sera des consortiums français. Après, il peut arriver que certains consortiums soient constitués d'une PME, mettons dans notre cas une PME française avec un tech provider suisse, où la Suisse fait partie de l'appel à projet, ou belge par exemple. Ça arrive, mais ce n'est pas la majorité des cas. Ensuite, pour les porteurs de projets potentiels, y a-t-il un outil de matchmaking industriel fournisseur de solutions pour constituer un consortium à l'échelle régionale, nationale, européenne? Cet outil, ça faisait partie des modalités du premier appel à projet. On avait essayé de faire du matchmaking entre entreprises. On s'est rendu compte que c'était pas forcément très performant comme outil, parce que les entreprises venaient vraiment avec leur sujet, et c'était difficile de faire matcher des entreprises voulant travailler sur un sujet en commun. Donc là, cette fonctionnalité n'est pas prévue dans ce deuxième appel à projet. Donc, si on a des fournisseurs de techno français qui souhaitent participer à cet appel à projet, l'idée, c'est quand même plutôt d'aller chercher dans les clients actuels et voir s'il n'y aurait pas des PME qui seraient partantes pour participer et former un consortium pour participer à ce deuxième appel à projet. Sachant que, je le redis, le profil tech provider devra être de type PME sur ce deuxième appel à projet. Ce n'était pas le cas sur le premier, mais là, on va sélectionner uniquement des PME, des tech providers de type PME. Oui, les enjeux de maintenance, oui, peuvent être éligibles. Il faut quand même que l'objectif, je le redis, hein, c'est quand même la production agile, donc c'est vraiment un sujet manufacturier. Je pense que l'aspect maintenance, ça serait plutôt un complément au sujet porté par le consortium.
un bonus sur, par exemple, les fonctionnalités de services développés dans le cadre de l'aspect numérique de la solution. Un sujet quand même purement maintenance sera pas forcément éligible parce qu'on perd un peu cet aspect production agile, réorganisation rapide de la chaîne de production, etc. Je pense qu'il faut plutôt voir ça comme étant un complément à une proposition de sujet qui serait portée par un consortium. D'autres questions? Pas d'autres questions. Bon, écoutez, dans tous les cas, comme je disais en introduction, la vidéo du webinaire qui a été enregistrée sera mise sur les réseaux, donc YouTube, et on en fera un lien sur notre page LinkedIn pour les personnes notamment qui n'ont pas pu assister en direct à ce webinaire. D'éventuelles questions pourront être posées dans les commentaires de la vidéo et on y répondra. On fera remonter d'ailleurs les questions au réseau des IH Carré pour alimenter notre section questions-réponses. On se tient à votre disposition pour échanger sur des projets potentiels, des candidatures potentielles et orienter la réflexion vers ces problématiques de production agile. Merci à tous et bonne fin de journée.